le gouvernement avec eux. Sur FPP. Bonjour, vous êtes bien dans l'actualité des luttes et aujourd'hui, en cette émission du mardi 24 mai 2022, nous traiterons du combat qui a été mené par le comité Unité Action Palestine et Palestine vaincra toute cette dernière année contre la décision de dissolution qui avait été prise par le gouvernement Macron précédent. Pour cela, nous vous diffuserons à la fois les prises de parole qui avaient été organisées le 26 avril 2022 dernier lors d'un rassemblement devant le Conseil d'État alors que ces deux associations étaient reçues en vue de mettre en cause la décision de leur dissolution. Ces reportages seront montés et alternés avec un interview qui lui a été réalisé la semaine dernière avec un des membres du collectif Palestine vaincra, une occasion avec lui de revenir sur ce combat, mais aussi au plus large sur l'importance du soutien au combat des Palestiniens. On vous laisse écouter tout cela et nous on revient ensuite dans l'actualité des luttes. Non, 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 aux dissolution, liberté d'expression. Eh bien, nous sommes le 26 avril 2022 à côté du Conseil d'État où se tient aujourd'hui une réunion pour délibérer sur la dissolution du collectif Palestine vaincra et le deuxième qui s'appelle Unité Action Palestine. Quels sont les motifs invoqués par les autorités pour dissoudre ces deux groupes? C'est la même chose que pour le CCIF, pour le CRI. À chaque fois, ils prennent le fait qu'ils ont laissé passer des commentaires sur leur page Facebook ou n'importe quoi, qui seraient des commentaires qui inciteraient à la haine. Donc ils n'ont rien trouvé de mieux, alors que je veux dire, ils ont un site, ils envoient eux-mêmes des informations qui sont, je veux dire, impeccables, sur lesquelles ils n'ont rien à dire. Ils ont été trouvés des trucs qu'ils n'ont pas eu le temps d'enlever, qui étaient peut-être pas terribles, envoyés sur leur page Facebook, pas par eux. Et ça, c'est tout ce qu'ils ont trouvé à se mettre sous la dent, justement, parce que les militants et ces associations elles-mêmes sont irréprochables. Bon. Je veux dire, c'est une rengaine, hein, c'est-à-dire qu'y compris les procès boycott, tout ce qui se fait contre ceux qui soutiennent la Palestine, les droits des Palestiniens, et qui le font de manière pratique, c'est-à-dire en appelant au boycott. Ils ne peuvent pas, si vous voulez, pour le moment, ils leur ont pas reproché, par exemple, d'appeler au boycott d'Israël, parce que la France a été condamnée récemment par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir condamné des militants parce qu'ils avaient appelé au boycott des produits israéliens. Et la France a été condamnée à leur payer 100 000 € de dommages et intérêts, justement parce que la Cour européenne des droits de l'homme a dit mais c'est parfaitement légitime, ils n'ont tenu aucun propos raciste, ils n'ont commis aucune violence et c'est un débat d'intérêt général. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de loi en France, dans la législation française, qui interdisent l'appel au boycott de produits, qu'ils soient israéliens, chinois, russes, mexicains ou ce qu'on veut. Donc, ne pouvant pas les condamner pour ça, alors qu'en fait c'est ça qui embête le plus le lobby israélien qui fait pression sur le gouvernement, parce que les gouvernements obéissent en annonçant leur dissolution, en décrétant leur dissolution, à des demandes du lobby israélien. Je rappelle que ces dissolutions ont été annoncées au moment du dîner du CRIF comme cadeau du gouvernement. C'est Castex qui l'a annoncé parce que c'est que nous on ne vient pas les mains vides à un dîner, hein, ça ne se fait pas. Donc voilà, le cadeau c'était la dissolution de ces deux associations. C'est pour dire un peu le niveau. J'interviens au nom du comité contre la dissolution du collectif Palestine vaincra. C'est un comité toulousain qui réunit une trentaine d'organisations politiques, syndicales et associatives. Et nous nous sommes réunis car nous avons bien compris qu'à travers ces dissolutions, c'est l'ensemble des organisations progressistes, antiracistes et anticolonialistes qui sont visées par la radicalisation autoritaire du gouvernement. Plus que jamais, nous devons construire une riposte large et unitaire pour contester ces dissolutions, comme celle du collectif Palestine vaincra.
mais aussi pour combattre la criminalisation croissante du mouvement de solidarité avec la Palestine et plus largement pour faire reculer l'offensive sécuritaire du gouvernement. Et plus que jamais, Palestine vivra et Palestine vaincra. Palestine vivra! Palestine vaincra! Palestine vivra! Palestine vaincra! Palestine vivra! On est combien, Joël? On est le 18 mai 2022. Et on est avec Tom Martin du collectif Palestine Vaincra au téléphone. Et on voulait tout simplement déjà te demander si tu pouvais présenter le collectif, nous dire depuis quand il existe et quelles étaient les raisons pour lesquelles il s'est créé. Alors le collectif Palestine Vaincra, il a été fondé en 2019 suite à un travail d'une dizaine d'années sur la ville de Toulouse en soutien à Georges Ibrahim Abdallah en particulier et à la Palestine en général. C'est un collectif qui se revendique anticolonialiste, anti-impérialiste et antiraciste, porté autour de la défense du peuple palestinien et de la légitimité de sa résistance face à la colonisation sioniste de sa terre. Et voilà, donc nous soutenons le peuple palestinien pour sa libération et la libération de la Palestine de la mer au Jourdain, à travers notamment la campagne internationale de boycott d'Israël, à travers le soutien aux prisonnières et prisonniers politiques palestiniens, et notamment le soutien à Georges Ibrahim Abdallah, qui est un militant de la cause palestinienne qui est emprisonné en France depuis 37 ans. D'où est-ce que c'est venu cette volonté d'aller encore plus loin et est-ce que vous intervenez aussi sur justement d'autres luttes? On constatait qu'en France, il y avait nécessité d'avoir une approche anti-impérialiste de la question palestinienne et pas simplement une approche on va dire humanitaire, même si évidemment ça en fait partie. Voilà, et une approche qui entendait le soutien au peuple palestinien, non pas comme de la charité, mais comme de l'entraide dans un combat commun. Parce que nous, on considère qu'en fait, la libération du peuple palestinien, ça sera aussi d'une certaine manière notre libération, parce qu'on comprend Israël comme le poste avancé des intérêts occidentaux dans cette région du monde, et notamment des intérêts de la France. Donc nous, on considère que en fait, notre sort ici contre notre propre impérialisme et le sort du peuple palestinien, il est lié. Et il est lié à travers un combat anti-impérialiste. Donc c'est pour ça que nous, on a fondé le collectif et que ça nous semblait nécessaire de le porter. Et on s'inscrit dans l'héritage politique de la gauche palestinienne qui, dès les années 60, a porté ses revendications et cette approche anticolonialiste de la question. Cette dernière année, vous avez dû vous occuper justement de défendre votre propre collectif car vous avez été attaqué et ce par l'État. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ces derniers événements? Oui, en fait le début commence en février 2021 où en fait c'est le gouvernement israélien lui-même qui a classifié comme organisation terroriste en Israël le réseau international Samidoun, qui est un réseau de soutien aux prisonniers palestiniens auquel le collectif appartient. Donc voilà, donc le collectif s'est retrouvé classifié comme terroriste par Israël. Simplement parce que nous sommes un collectif qui soutient les prisonniers politiques palestiniens. Et à partir de cette désignation, il y a tout un tas d'organisations pro-israéliennes en France qui ont fait une campagne afin d'appeler à notre dissolution auprès du gouvernement français. Au début, c'était une campagne portée principalement par des groupes d'extrême droite, suprémacistes, et ça s'est étendu progressivement jusqu'aux plus hautes sphères de l'État, d'abord par des députés de la République En Marche comme Sylvain Maillard par exemple, relayé ensuite par la mairie de Toulouse, qui est une mairie de droite, et jusqu'à l'annonce de notre dissolution par Gérald Darmanin sur Twitter fin février, qui a été effective début mars en Conseil des ministres. Le 9 mars dernier, le Conseil des ministres a validé notre dissolution. Donc, à partir de ce moment-là, on était dissous et on n'avait plus d'existence collective effective. Face à ça, il y a un comité de soutien qui s'est monté à Toulouse avec
plus de 30 organisations syndicales, politiques, associatives, mais aussi au niveau national et international, il y a 150, plus de 150 organisations qui se sont mobilisées, qui ont exprimé leur solidarité, parce que nous, un aspect qui était important pour nous, c'était de comprendre que l'attaque contre nous, elle ne nous concernait pas seulement nous, mais elle concernait l'ensemble des organisations se revendiquant du camp, on va dire, anticolonialiste, antiraciste et progressiste. Parce que c'était une atteinte extrêmement grave contre la liberté d'expression, d'association, etc. Et face à cette dissolution, donc on a mené un combat politique avec nos soutiens, et on a mené un combat juridique. On a déposé 2 recours, auprès du Conseil d'État, un recours en suspension et un recours en annulation de la procédure. Voilà, donc le recours en suspension a eu lieu il y a quelques semaines, et il a rendu son verdict fin avril, et il a suspendu la procédure, reconnaissant qu'elle était abusive et excessive au vu des éléments qui nous étaient reprochés. Donc voilà, pour nous, c'est une victoire, mais aussi une victoire politique importante, une victoire collective aussi, parce que c'est le résultat aussi d'un rapport de force qu'on a créé avec tout un tas d'organisations à Toulouse, mais de partout ailleurs. Voilà, et donc la dernière bataille, elle doit se mener sur l'annulation pure et simple de la procédure, qui devrait avoir lieu d'ici 1 an. Donc voilà, on a bon espoir que le Conseil d'État confirme ce qu'il a déjà exprimé pour l'audience du recours en suspension. Et voilà, donc on appelle toujours à la vigilance et à se mobiliser vis-à-vis de ces dissolutions qui ne concernent pas seulement notre collectif, mais qui a concerné aussi le GAL à Lyon, qui a concerné beaucoup d'associations musulmanes et antiracistes, etc. Donc il y a nécessité de stopper l'offensive liberticide de Macron qui s'exprime notamment à travers ces dissolutions. Est-ce que l'État français reprend les mêmes propos que l'État israélien pour demander votre dissolution ? Dans le décret de dissolution, nous, ce qu'on nous reproche, c'est entre guillemets l'incitation à la haine, à la discrimination, à la violence et à des actes de terrorisme. Mais quand on lit le décret, c'est exactement les mêmes accusations que le gouvernement israélien, parce qu'en fait, ce qu'on nous reproche concrètement, c'est le boycott des produits israéliens, l'appel au boycott, qu'ils assimilent à un appel à la haine antisémite. C'est le soutien aux prisonniers palestiniens, qu'ils assimilent à un soutien au terrorisme et à une incitation à des actes de terrorisme. Notamment dans notre décret de dissolution, il est mentionné explicitement le soutien à Georges Ibrahim Abdallah et le soutien à Ahmed Sadat, qui est le secrétaire général du Front populaire de libération de la Palestine, une organisation de gauche palestinienne qui est emprisonnée par l'occupation israélienne. Donc, quasiment mot pour mot, c'est les mêmes types d'accusations. Donc voilà, c'est clair qu'il y a un alignement stratégique, politique entre le gouvernement français et le gouvernement israélien sur cette question, et qui sont main dans la main dans leur politique de criminalisation. De toute façon, il y a une stratégie politique de l'occupation israélienne de sociocide, c'est-à-dire de destruction du peuple palestinien à tous les niveaux. Donc voilà, donc à travers ça, évidemment, il y a la situation à Gaza, en Cisjordanie, dans les territoires de 48. Mais cette politique-là, elle s'inscrit aussi au niveau international, parce qu'ils ne veulent pas voir un mouvement de solidarité s'exprimer. Donc il y a une politique de criminalisation qui est organisée directement depuis Israël. Israël a créé un ministère des Affaires stratégiques afin de lutter contre notamment l'influence du boycott d'Israël, mais pas seulement, afin de lutter contre des organisations qui défendent le peuple palestinien et sa légitime résistance. C'est le cas par exemple de Samidoun, mais en fait c'est pas la seule organisation au niveau international qui s'est retrouvée sur la liste des organisations terroristes israéliennes. Donc c'est sûr qu'au plus haut niveau de l'État israélien, il y a une volonté de réduire au silence à la fois le peuple palestinien à travers tout ce qu'on connaît, l'emprisonnement de masse, la colonisation, etc., mais à la fois aussi ses soutiens à l'étranger. Et en France, ça s'exprime par notre dissolution à nous, mais pas seulement. Il y a des procès pour des appels au boycott des produits israéliens. Il y a une politique scandaleuse qui vise à amalgamer antisionisme et antisémitisme. Il y a des intimidations sur le fait d'associer le soutien aux prisonniers politiques à un soutien au terrorisme, etc. Donc c'est une stratégie qui est globale, qui a lieu en France, mais qui a lieu partout dans le monde. Par exemple, le week-end dernier à Berlin, les autorités allemandes ont interdit les manifestations pour la Palestine sous les mêmes prétextes,
et parce que ce qu'ils reprochent et ce qu'ils veulent pas voir, c'est qu'en fait, il y a une jeunesse palestinienne dans l'immigration, notamment en Europe, qui se politise et qui solidarise avec son peuple en Palestine qui aussi résiste. Donc c'est ça que le gouvernement israélien et ses alliés occidentaux, et notamment la France, refusent et criminalisent. Est-ce que ces dissolutions, elles s'appuient sur les nouveaux articles qui ont été dictés par la loi séparatiste ? Oui, notamment la procédure de dissolution du GAL, mais aussi la nôtre, parce qu'il y a notamment la question des commentaires Facebook parce qu'en fait, ils incriminent la responsabilité aux responsables de la page du contenu de commentaires qui ne sont pas faits par des membres de notre collectif. Voilà. Mais en ce qui nous concerne, par exemple, ils ont relevé qu'on n'avait pas censuré plusieurs commentaires racistes, mais ils ont reconnu qu'en fait, au vu de nos effectifs, nous faisions une politique de modération, mais qu'il y avait effectivement environ 5 commentaires qui nous avaient échappé, mais que c'était complètement excessif d'invoquer une dissolution sur ce simple motif, parce que même des pages Facebook du ministère de l'Intérieur, il y a des commentaires racistes, alors qu'ils ont une équipe de modération beaucoup plus importante que la nôtre. Donc voilà, on a bon espoir que le Conseil d'État, en tout cas les décisions du Conseil d'État, remettent en cause un peu la jurisprudence qui s'était exprimée notamment par rapport au CCIF où la procédure s'était beaucoup appuyée sur la question des commentaires Facebook. Ok. Nous, il nous a semblé plusieurs fois qu'il avait été dommage qu'on n'ait pas réussi à assez s'emparer de la question sur la loi séparatiste, au sens où justement il semblerait qu'au final, cette loi, ce qu'elle permet aussi, c'est de dissoudre et de mettre en danger l'ensemble en fait des propositions, des collectifs, des associations qui mettraient en cause d'une manière ou d'une autre le modèle de société dans lequel on vit actuellement, en fait. Ah oui, c'est clair. C'est clair que la loi séparatisme, c'est une loi réactionnaire, liberticide, extrêmement grave et qu'on s'y est pas opposé à la hauteur de ce que ça impliquait en termes d'attaque. Parce que depuis l'adoption de cette loi, il y a quasiment une dissolution par mois en moyenne, alors qu'avant c'était à peine une par an dans les séquences précédentes. Et on parle pas de dissolution de milices ou de groupes armés, on parle d'associations essentiellement, et les dissolutions sont motivées par un délit d'opinion. Nous, par exemple, nos activités depuis 3 ans sont toutes des activités déposées en préfecture, autorisées, et il n'y a jamais eu d'un seul problème. Et on nous dissout parce qu'on défend certaines positions politiques qui sont contradictoires avec les positions du ministère de l'Intérieur. C'est ça les motifs invoqués par les dissolutions. Et c'est aussi le cas pour les autres associations qui ont été dissoutes ou pour les organisations antifascistes. Donc c'est clair que cette loi séparatisme et cette politique, c'est pour ça que nous on a appelé à une unité large des organisations, des associations, etc. Parce qu'en fait tout le monde est concerné. Du moment qu'on conteste l'hégémonie du pouvoir d'État et qu'on remet en cause le récit officiel sur le racisme d'État, la nature impérialiste de la France, etc., on peut être la cible de procédures de dissolution qui sont abusives et qui sont une manière de réduire au silence les opposants politiques. راجع أنا وياكي بكرة عالدار ما يحلالي غير صوتك يا أصيلي هاجم عالعدا وناوي أكويهم نار صولي يا سمرة وجولي وشدي حيلي راجع أنا وياكي بكرة عالدار ما يحلالي غير Donc voilà le communiqué de la campagne unitaire pour la libération de Georges Ebrahim Abdallah. Merci à vous tous d'être présents ici ce matin à proximité du Conseil d'État à ce rassemblement organisé par la campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah en soutien à nos camarades du collectif Palestine vaincra et du comité Action Palestine. Le 9 mars 2022, le gouvernement de Macron a validé en Conseil des ministres la dissolution de 2 organisations essentielles au soutien
de la lutte du peuple palestinien en France. La dissolution du collectif Palestine Vaincra de Toulouse et la dissolution du comité Action Palestine de Bordeaux, après avoir déposé un recours en suspension au Conseil d'État. Ces deux organisations, aux voix dissonantes et qui sortent du rang, sont un maillon essentiel dans le soutien à la résistance palestinienne. Elles rappellent, au cœur même de l'impérialisme français, que le combat pour la Palestine est une question centrale qui conjugue toutes les luttes, antisionistes, anticoloniales, anti-impérialistes, anticapitalistes, antifascistes. Ces dissolutions ont été rendues possibles par la loi visant à, soi-disant, conforter le respect des principes de la République, alias loi séparatiste, votée le 24 août 2021. Véritable outil de répression politique qui s'attaque à nos libertés les plus fondamentales, telles que la liberté d'expression et d'association, et criminalise tout soutien à la Palestine, à l'antisionisme et toute voie appelant à la résistance jugée par là même comme non conforme. Nos camarades sont attaqués par l'État parce qu'ils soutiennent la résistance du peuple palestinien dans sa juste et légitime lutte de libération nationale contre l'occupant sioniste, et parce qu'ils exigent la libération du prisonnier politique Georges Ibrahim Abdallah, en prison en France depuis la 38e année, libérable depuis 23 ans, et dont la justice a décidé la libération à 2 reprises sans que les décisions ne soient appliquées. Il est essentiel d'être présent aujourd'hui aux côtés de nos camarades pour exprimer notre total soutien, rejoint et indissociable aux 2 organisations. Notre refus de voir attaquer jour après jour nos libertés et exprimer notre rejet de la criminalisation de la solidarité. Défendre l'un de nous, c'est nous défendre tous et toutes, dit Georges Ibrahim Abdallah. Solidarité pleine et entière à nos camarades, la solidarité est notre arme. Non dissolution, à bas la répression, défendons notre liberté d'expression. Nos dissolutions ne nous feront pas taire. Palestine vaincra, Palestine vivra. Libérez Georges Abdallah. Ils sont de nos luttes, nous sommes de leur combat. Liberté pour Georges Abdallah. Paris, le 26 avril 2022, campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah. Liberté pour tous les prisonniers palestiniens. Bonjour, merci d'être là. Moi, je prends la parole au nom de Europalestine. Et Europalestine, nous sommes très proches du collectif, notamment Palestine Vaincra, un collectif extrêmement actif depuis qu'il existe, depuis 2019, et qui en plus, je le rappelle, a eu le mérite de produire le film sur l'affaire Georges Ibrahim Abdallah, ce qui bien entendu fait partie des choses qui plaisent beaucoup au lobby israélien en France. Ils nous font des procès à nous sur, comme vous le savez, l'appel au boycott, non seulement des produits israéliens, mais d'un certain nombre de firmes internationales qui mettent le bras très très loin dans la colonisation et dans la contribution à la répression des Palestiniens. Donc voilà, je voudrais dire que le collectif, notamment Palestine Vaincra, que nous connaissons bien, est un collectif qui énerve bien entendu le lobby israélien parce qu'il est très actif, parce qu'il a chaque semaine un stand dans un quartier de Toulouse, dans différents quartiers de Toulouse, parce que sur la campagne pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, ils sont extrêmement dynamiques et efficaces. Donc, mais ça, ce sont des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Ils ne peuvent pas les dire, donc comme je vous ai dit, ils se raccrochent aux branches sur des histoires de commentaires qui inciteraient à la haine, qui seraient susceptibles de, etc. Donc voilà, je ne sais pas ce qui va se passer au Conseil d'État. De toute manière, le Conseil d'État, il ne faut pas trop se faire d'illusions, c'est quand même beaucoup la voix de son maître. Donc voilà, mais nous, il faut non seulement qu'on ne se laisse pas intimider, qu'on ne se laisse pas impressionner, qu'on ne baisse pas les bras par rapport aux droits des Palestiniens, tout en faisant très attention. Nous, je dirais, nous faisons pas simplement de l'écrit. Comme vous le savez, nous avons régulièrement des rassemblements notamment à la Fontaine des Innocents, où nous appelons régulièrement au boycott d'Israël, où nous disons tout le mal que nous pensons de la politique israélienne, de la politique criminelle, de la politique coloniale, du régime d'apartheid israélien et du camp de concentration de Gaza.
mais je veux dire que, en même temps, je dirais, nous savons que à chaque rassemblement que nous faisons, les sionistes envoient des huissiers avec caméra, etc., pour enregistrer tout ce qu'on dit. Donc, même quand on est entre nous comme ça, je dirais, il faut savoir que eux, ils ont des moyens qui leur permettent de chercher par toutes les petites, voilà, de manière assez incroyable, tout ce qui pourrait nous mettre sur le dos. Alors il semblerait que la question palestinienne pour l'État français, pour les autres États aussi, soit toujours une question hypersensible, puisque on se souvient en France il y a quelques années, je crois que c'était sous Sarkozy, où le collectif Boycott des investissements sanctions, donc BDS, avait déjà failli disparaître. Oui, il y a 12 ans, il y avait une circulaire, la circulaire Alliot-Marie, qui avait appelé à poursuivre les militants qui pratiquaient le boycott d'Israël, prétextant que c'était une incitation à la haine, sauf que en fait cette politique elle a été contredite au plus haut niveau juridique européen par la Cour européenne des droits de l'homme, qui en juin 2020 a condamné la France pour entrave à la liberté d'expression suite à sa condamnation de militants qui appelaient au boycott des produits israéliens. Donc il y a évidemment une politique de criminalisation de la solidarité avec le peuple palestinien en France, mais c'est aussi une politique qu'on voit en Angleterre, qu'on voit en Allemagne, qu'on voit aux États-Unis, etc. Parce que c'est aussi une campagne qui marche. C'est une campagne qui menace les intérêts stratégiques d'Israël. C'est une campagne qui met en avant la vraie nature d'Israël en tant qu'État raciste, colonial et d'apartheid. Et c'est pour ça qu'il y a une telle offensive répressive. Et on voit que 12 ans après la première circulaire qui visait à criminaliser le boycott, bah là aujourd'hui il y a la Cour européenne des droits de l'homme qui condamne la France, qu'il y a notre dissolution qui est suspendue par le Conseil d'État, que par exemple récemment il y a une militante d'Euro-Palestine qui a été relaxée en procès à Lyon pour avoir appelé au boycott de Tevac, une firme israélienne pharmaceutique. Donc on voit qu'en fait il commence à avoir des défaites. Et donc même si évidemment nous on connaît les limites de la justice française et la justice européenne, parce que voilà c'est une justice aussi de pouvoir. Mais pour autant, on pense que c'est important de mener cette bataille aussi à ce niveau-là, parce qu'on voit que ça peut porter ses fruits. Mais comment est-ce qu'on s'explique cette différence de traitement entre le boycott des produits israéliens ou le boycott d'Israël tout court et sa criminalisation quand on voit que les réactions avaient vraiment été différentes pour l'Afrique du Sud? Et elles sont aussi différentes quand on voit des responsables politiques qui appellent au boycott de la Russie ou au boycott de la Chine. Carrément. Oui, parce que ce qui est remis en cause par la France, c'est pas le moyen d'action, c'est la cible. La cible, c'est l'apartheid israélien qui est un allié stratégique politique de la France depuis sa création, depuis la création d'Israël, parce que si Israël a été fondé sur la terre de Palestine, c'est parce que c'était le poste avancé des intérêts occidentaux dans la région. La France, depuis le début, a une relation particulière. C'est la France qui, à l'ONU, a voté le plan de partage. C'est la France qui a fourni le nucléaire à l'État d'Israël. La France développe des échanges commerciaux extrêmement étroits avec Israël, etc. Donc, c'est parce que Israël est un allié stratégique de la France que le boycott d'Israël est criminalisé.
si le boycott de la Russie ou de la Chine est soutenu à demi-mot par l'État français, c'est parce que la Russie et la Chine sont des adversaires politiques au niveau international de la France. Donc voilà, et ce deux poids deux mesures montre l'hypocrisie des arguments avancés pour dénoncer le boycott d'Israël. En fait, ce qui est reproché, c'est de nuire aux intérêts stratégiques des alliés français et donc, de facto, aux intérêts de la France. Donc voilà. Donc pour nous, les choses sont claires. Le chantage à l'antisémitisme, c'est un chantage qui est particulièrement dégueulasse et que tout le monde arrive progressivement à comprendre que c'est en fait un outil politique pour réduire au silence les opposants politiques. Donc les choses deviennent de plus en plus claires mais comme quand la France, par exemple, et son gouvernement dénoncent le rapport d'Amnesty International qui qualifie Israël d'État d'apartheid. On parle d'une des plus grandes ONG au niveau mondial. Et les limites qualifiées d'organisation gauchiste terroriste par le gouvernement Macron. Ce qui montre aussi bien la ligne politique qui est défendue par ce gouvernement actuel, qui est une ligne ouvertement réactionnaire, coloniale, pro-impérialiste, et qu'il n'y a rien à attendre de ce côté-là, et que pour nous, ces gens-là, quand on soutient le peuple palestinien, ils font partie du problème. Ils font pas partie de la solution. C'est pour ça que nous, on demande rien à la France. Pour nous, la France, en tant qu'État, en tant que puissance, elle fait partie du problème. Parce que depuis le début de la fondation d'Israël, elle a financé économiquement, elle a soutenu politiquement l'occupation, la colonisation, la dépossession du peuple palestinien. Du coup, afin de criminaliser le mouvement de solidarité avec la Palestine, les autorités utilisent notamment deux modalités. D'abord, l'assimilation de l'antisionisme à l'antisémitisme, voilà, qui est un procédé particulièrement abject qui instrumentalise le nécessaire combat contre l'antisémitisme et contre tous les racismes en général. Voilà, nous, on rappelle que l'antisionisme, c'est un anticolonialisme et un antiracisme, parce que le sionisme, c'est une idéologie politique, coloniale et raciste. Donc, les choses sont simples, mais pour autant, il y a une offensive, notamment qui est menée par le lobby pro-israélien dans le monde occidental, à travers l'adoption de la définition de l'IHRA, qui est un organisme international qui assimile dans sa définition l'antisionisme à l'antisémitisme. Cette définition, elle a été adoptée à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans plusieurs villes de France, notamment à Paris et à Nice, et les gens s'appuient dessus pour assimiler antisionisme et antisémitisme. Par exemple, dans le décret de dissolution, cette définition est explicitement invoquée pour justifier le fait qu'on est antisémite. Parce qu'en fait, en dehors de dire qu'on est antisioniste, ils peuvent rien démontrer en termes d'antisémitisme, voilà, parce que nous sommes des antiracistes. Donc il y a cet élément-là. Et le deuxième élément, c'est notamment depuis le 11 septembre 2001, il y a une politique qui vise à mettre sur la liste des organisations terroristes dans l'Union européenne l'essentiel du champ politique palestinien qui refuse la colonisation. Donc on parle d'organisations comme le Hamas, mais aussi des organisations de gauche comme le Front populaire de libération de la Palestine. Le fait de désigner comme terroriste dans l'Union européenne ce type d'organisation, c'est une manière à la fois de isoler ces organisations de la solidarité internationale et de faire peur au mouvement de solidarité ici en France et en Europe. Mais sauf qu'en fait, ce qu'ils oublient de dire, c'est que la résistance en Palestine, et elle est légitime, elle est même reconnue par l'ONU. L'ONU reconnaît le droit des peuples à résister par tous les moyens nécessaires, y compris par la lutte armée, quand ils sont sous une occupation militaire. Ce qui est le cas du peuple palestinien et notamment en Cisjordanie et à Gaza. Donc, il ne faut pas céder à ces intimidations. Il faut même exiger le retrait de ces organisations, de ces listes d'organisations terroristes. Et il faut dénoncer en fait cette pratique qui vise à associer la résistance palestinienne au terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'en Palestine, c'est l'ensemble de la société civile palestinienne qui est désignée sous ce qualificatif. Encore récemment, l'année dernière, Israël a désigné 6 ONG comme organisations terroristes. On parle d'organisations qui défendent les prisonniers politiques, qui défendent les enfants emprisonnés, qui sont des organisations de femmes, d'étudiants, etc. Donc c'est ça la réalité politique aujourd'hui de la lutte dite antiterroriste en Palestine occupée. C'est une manière de silencier les opposants politiques de l'occupation israélienne. Et c'est exactement le même procédé qui est utilisé en France. Là, dans le décret de dissolution, ce qu'on invoque
contre nous, c'est de dire non pas qu'on soutient économiquement des organisations terroristes ou qu'on soutient matériellement des organisations terroristes. Ce qu'on invoque, c'est qu'on soutient idéologiquement des organisations terroristes. C'est-à-dire qu'en fait, on soutient la résistance palestinienne en tant que principe anticolonialiste. C'est ça qu'on nous reproche et c'est pour ça qu'ils disent en gros, ils incitent à des actes terroristes, ce qui est complètement délirant. Et le Conseil d'État a bien compris que c'était complètement abusif comme accusation, mais pour autant, c'est des accusations qui sont extrêmement graves et qu'il faut combattre avec fermeté parce que en fait, c'est pas possible que d'un côté ils fassent des crimes de guerre et que de l'autre ceux qui s'y opposent sont désignés comme des terroristes. Toutes ces attaques, en plus, elles occupent les collectifs, elles ont un aspect chronophage aussi. Et ça, c'est mauvais pour nous, c'est mauvais pour la lutte. Oui, mais c'est pour ça que nous, on a voulu mener une campagne politique sur le fond. Non pas en s'excusant de nos positions politiques, mais en les affirmant et en réaffirmant leur légitimité. Si l'État français considère qu'être anticolonialiste aujourd'hui, ça mérite une dissolution, qu'il assume. Mais nous, pour autant, on va pas s'excuser et on va porter haut nos principes et nos valeurs qui on considère sont tout à fait légitimes et importantes à porter aujourd'hui dans la période. Fascistes, c'est vous les terroristes. Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Nous sommes allés à 9h30 au Conseil d'État avec notre avocat. Ce que je peux dire, c'est que nous avons déconstruit tous les arguments du ministère de l'Intérieur qui étaient à 100% faux. Factuellement, on a pu répondre par des éléments concrets. Tous les éléments concrets qu'ils avançaient étaient des mensonges. Manifestation. En fait, tout ce qu'ils nous reprochent, et moi je l'ai dit à la représentante du ministère de l'Intérieur, c'est de nous reprocher notre position politique. Et là-dessus, nous avons tenu, nous, Comité Action Palestine, à ne pas nous renier devant le Conseil d'État. Nous avons rappelé au Conseil d'État que nous soutenons la résistance, quelles que soient les formes qu'elle prend en Palestine, et que nous étions là, ici, en tant que soutien en Occident à la résistance du peuple palestinien, de relier la diversité des formes de résistance et la diversité des représentants du mouvement palestinien, que les mouvements islamiques sont des représentants aussi légitimes de la lutte pour l'émancipation du peuple palestinien. Nous avons aussi rappelé un certain nombre de faits, que la lutte antisioniste ne pouvait pas être assimilée à de l'antisémitisme. Et là, à aucun moment, le ministère de l'Intérieur n'a pu faire la preuve que l'antisionisme glissait à l'antisémitisme. Nous nous faisons cantonner à la question politique. Nous ne faisons pas un lien exclusif entre une appartenance ethnique et le sionisme. Donc c'est pour ça que nous avons rappelé que l'antisionisme est un mouvement politique, anticolonial, contre le racisme et de soutien inconditionnel à la lutte du peuple palestinien. Et de ça, nous sommes fiers d'avoir pu le porter au niveau du Conseil d'État. Nous avons été très cohérents pendant tout, sur le plan juridique et sur le plan de la position politique. Nous avons été très cohérents sur nos positions et nous ne sommes à aucun moment aplatis pour dire « excusez-nous, on s'est trompé ». Pas du tout, nous avons réaffirmé le soutien absolu. Nous sommes allés même plus loin à apporter notre soutien d'indépendance à tous les peuples et notamment il nous a été reproché notre soutien au Hezbollah. Nous avons rappelé qu'Israël avait ravagé le Liban, avait ravagé Beyrouth, avait commis les massacres de Sabra et Shatila et qu'aujourd'hui encore, il y a encore un litige sur les territoires libanais et qu'à ce titre, le Hezbollah était une organisation d'indépendance qui affirme la souveraineté du peuple libanais. Voilà, c'est tout ce que nous avons à dire aujourd'hui. En attendant, je pense que les juges du Conseil d'État ne sont pas non plus idiots. Ils ont compris, ils ont vu que la représentante du ministère de l'Intérieur était confuse. Elle faisait des amalgames à tout va. Elle en tirait que nous soutenions le terrorisme, alors que dans nos publications, nous avons en revanche, si nous soutenons les mouvements nationaux en Palestine, nous avons fermement condamné les attentats de fait de groupes djihadistes que nous, effectivement, nous avons condamnés dans nos publications. Et ça, bien sûr, le ministère de l'Intérieur a fait semblant de ne pas les voir. Donc, voilà. En tout cas, le ministère de l'Intérieur n'avait aucun argument factuel ou politique valable à nous opposer. C'est une position politique contre une position politique. C'est notre position antisioniste contre la position qui est sioniste.
Merci à vous tous et à bientôt. C'est quoi un peu votre analyse de l'état des forces de la résistance en cette période en Palestine et en Cisjordanie occupée? On voit qu'il y a une offensive importante de l'occupation israélienne, à la fois à Gaza, où évidemment il y a le blocus qui est intensifié avec des bombardements réguliers, mais aussi en Cisjordanie, où il y a plusieurs phénomènes. Il y a le gouvernement israélien qui a voté 4000 nouvelles implantations de colonies en Cisjordanie, mais aussi qui est en train d'opérer un nettoyage ethnique à Masafer Yatta, au sud de la Cisjordanie, en expulsant près de 1500 Palestiniens. Il y a aussi une politique de nettoyage ethnique dans le Nakab, au sud de la Palestine de 48, avec la présence du KKL, le Front National Juif, qui implante des arbres afin d'expulser les Bédouins. Donc ça peut sembler une situation désastreuse pour le peuple palestinien, mais pour autant, il résiste. Il résiste à Jérusalem. On voit qu'il y a une politique, notamment à Sheikh Jarrah ou à Silwan, de nettoyage ethnique, mais on voit aussi le peuple palestinien qui fait face à cette politique. Et c'est pareil en Cisjordanie, c'est pareil à Gaza, c'est pareil dans les territoires de 48, et c'est pareil aussi dans la diaspora et dans les camps de réfugiés. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important, parce que souvent, on présente le peuple palestinien comme un peuple de victimes, alors que pour nous, le peuple palestinien, c'est un peuple de combattants, c'est un peuple de résistants, et qui existe encore aujourd'hui après 74 ans de colonisation, parce que justement, il résiste. Et il résiste par tous les moyens nécessaires, et par la grande diversité de la société civile palestinienne. Il y a tout un tas d'organisations de femmes, étudiantes, de travailleurs, de paysans, de pêcheurs, des organisations politiques, des organisations de résistance armée, des syndicats, etc. Et tout ce panel d'organisations, d'associations, etc. fait la richesse politique du peuple palestinien, et ce sont des outils face à l'occupation et à la colonisation. Donc voilà, la situation aujourd'hui, elle est ainsi. Et on a vu notamment en mai dernier avec l'intifada de l'unité que le peuple palestinien, en dépit de ce qu'on pouvait prétendre, il était toujours là, il était uni, et il pouvait faire face à l'une des plus grandes armées du monde, et aussi un peu les faire paniquer. Les faire paniquer quand il y a des révoltes de Palestiniens dans les territoires de 48, dans les villes dites israéliennes, ils paniquent. Les faire paniquer quand on voit, par exemple, les grandes manifestations de réfugiés qu'il y a eu à la frontière en Jordanie ou au Liban, ça les a fait paniquer, comme les grandes manifestations dans les pays occidentaux. Donc on voit qu'il y a quand même les germes pour une contre-offensive et pour une réorganisation de la résistance palestinienne. Et en tout cas, c'est ce à quoi nous, on essaye de travailler, de promouvoir à notre échelle. Alors justement, à ce sujet, les territoires palestiniens sont un peu divisés, on va dire, en deux. D'un côté, à Gaza, dirigé par le Hamas, et le reste de la Palestine par le Fatah. Je pense qu'on peut dire que c'est un peu des organisations qui sont un peu décriées, d'autant que je crois que le Fatah avait suspendu des élections qui devaient avoir lieu, même si on n'a pas grand-chose peut-être à attendre d'élections. Comment vous analysez un petit peu ça, vous ? Il y a une volonté de l'occupation israélienne de fragmenter le peuple palestinien, notamment à travers les différents territoires de le fragment, parce que il y a évidemment Gaza et la Cisjordanie, mais il y a aussi la Palestine de 48, où il y a encore des millions de Palestiniens qui vivent sous un régime d'apartheid, et sans même parler des millions de réfugiés dans les camps de réfugiés de Syrie, de Jordanie, du Liban, mais aussi dans la diaspora. Il y a des millions de Palestiniens en Europe, en Amérique latine, en Amérique du Nord. Donc, il y a cette volonté de fragmentation, et le champ politique palestinien est aussi le résultat de cette fragmentation. Pour autant, il faut être clair, l'autorité palestinienne qui dirige la Cisjordanie, c'est une autorité pour nous qui est collabo. Elle est collabo parce que elle fait notamment la coordination sécuritaire avec l'occupation israélienne, qui est une coordination qui lui permet de réprimer la résistance palestinienne en Cisjordanie. Donc pour nous, l'autorité palestinienne, elle fait partie du problème.
elle fait partie du problème au même titre que les gouvernements occidentaux, au même titre que l'occupation israélienne. Donc voilà, il y a une politique consciente de la puissance coloniale de fragmentation, mais on voit l'émergence de mouvements qui essayent en fait de mettre au cœur de leur politique l'unité du peuple palestinien, non pas sur des élections, parce qu'effectivement, il n'y a rien à y attendre, et encore moins quand on fait des élections avec la baïonnette de l'occupation coloniale au-dessus de sa tête, non pas en espérant que les puissances occidentales vont se réveiller un jour en se disant « Ah mince, en fait, il faut aider les Palestiniens », parce que évidemment, il n'y a rien à attendre de ce côté-là, mais qui mettent au cœur leur auto-organisation autour d'un contenu politique clair. C'est le cas, par exemple, d'un mouvement qui s'est fondé l'année dernière, qui s'appelle Massar Badil, qui est un mouvement qui regroupe des Palestiniens, mais aussi des soutiens internationaux et arabes, donc des Palestiniens des territoires de 48, des Palestiniens de Gaza, des Palestiniens de Cisjordanie, de camps de réfugiés, des Palestiniens d'Europe, d'Amérique du Nord, etc. Et pour nous, ça, c'est les germes de quelque chose qui est important et qu'il faut soutenir, parce qu'il faut arrêter avec l'impasse du processus de paix, il faut arrêter avec l'impasse de Hamas-Fatah. Pour nous, ça, c'est des impasses politiques. Et ce qu'il faut, c'est retourner vers une forme d'auto-organisation autour d'un programme de rupture clair face au colonialisme. Parce qu'il y a toujours une manière de faire le récit politique de la situation en Palestine du point de vue de l'occupant. Et c'est un autre travail à nous, c'est en fait de porter une autre voix, de faire émerger aussi. C'est pour ça qu'on fait un travail, par exemple, de traduction des activités du peuple palestinien, en fait, qui tordent le cou à ce récit politique-là, qui est un récit qui sert juste à maintenir le statu quo, quoi. Notamment, il y a Massar Badil a un site internet qui c'est massarbadil.org où nous on fait plusieurs traductions sur les pages en français. Aussi, vous pouvez retrouver sur notre site donc palestinevaincra.com. On fait plusieurs traductions, mais aussi des interviews de Palestiniens, que ce soit des Palestiniens dans les territoires occupés, mais aussi au niveau international, parce qu'en fait, pour nous, ce qui est central, c'est de rendre le peuple palestinien sujet politique de sa propre libération. C'est pas le mouvement de solidarité qui va sauver le peuple palestinien et libérer. C'est pas les pacifistes de gauche israéliens qui vont libérer les Palestiniens. C'est pas l'ONU qui va libérer les Palestiniens. Ce qui va libérer les Palestiniens, c'est les Palestiniens eux-mêmes et leur capacité à résister à tout ça. Donc nous, c'est ce à quoi on travaille et c'est pourquoi on met tout ça en avant. On met prioritairement en avant la parole palestinienne, parce qu'il y a trop eu pendant longtemps une manière de dépolitiser le sujet et d'avoir une approche humanitaire, alors que pour nous, ce qui se passe en Palestine, c'est une lutte anticolonialiste. Et le sujet révolutionnaire d'une lutte anticolonialiste est le peuple qui est colonisé. Un peuple qui résiste et un peuple aussi qui est emprisonné, puisqu'il y a énormément d'hommes, femmes et enfants qui sont enfermés dans les prisons palestiniennes. Alors, il y en a des connus, des moins connus. On parle souvent de Salah Hamouri, mais aussi de Marwan Barghouti. Pour Marwan Barghouti, tu me diras ce que tu en penses. On dit qu'il pourrait faire le ciment du peuple palestinien. Qu'est-ce qu'on doit en penser ? Dans les prisons israéliennes, aujourd'hui, il y a 4450 prisonnières et prisonniers politiques. Et si justement ils sont dans les prisons israéliennes, c'est parce qu'ils résistent. Voilà, parce qu'on a tendance à présenter les prisonniers politiques palestiniens comme des victimes. Nous, on s'inscrit en faux avec cette approche. Pour nous, ce sont des combattants, ce sont des résistants, et c'est pour ça qu'ils se retrouvent en prison. Effectivement, il y a des figures politiques. Tu as cité Marwan Barghouti, mais il y a aussi Ahmed Sadat, le secrétaire général du FPLP. Pour ce qui est du ciment, pour nous, évidemment, Marwan Barghouti doit jouer un rôle, etc. Mais pour autant, ce qui fera le ciment du peuple palestinien, c'est autour d'un programme clair de rupture avec la situation actuelle, et notamment la situation qui est liée aux accords d'Oslo, avec la lourde responsabilité de Yasser Arafat et de la direction de l'OLP. Donc c'est ça qui doit faire ciment. Ce qui doit faire ciment, c'est tourner le dos aux accords d'Oslo, c'est tourner le dos au processus de paix et réadopter un programme radical de rupture, de résistance. Et évidemment, tous les Palestiniens qui se reconnaissent autour de ces principes doivent s'organiser, se réunir. Et en tout cas, c'est ce que porte
par exemple, Masser Patil, c'est ce que porte le réseau international Samidoun, c'est ce que porte tout un nombre d'organisations en Palestine et dans le monde. Entendre, tu vois. Oui, nous par exemple, on a travaillé avec une organisation qui s'appelle Decolonizer, qui est une organisation d'Israéliens anticolonialistes, qui travaille notamment sur la Nakba, c'est-à-dire la création de l'État d'Israël et la politique de nettoyage ethnique qui a suivi. Mais par exemple, les gens de Decolonizer, ça fait plusieurs années qu'ils vivent en Israël, ils ont considéré qu'en fait la situation était tellement oppressante, tellement réactionnaire, tellement raciste, tellement horrible qu'ils ont préféré partir d'Israël. Et parce que pour eux, c'était plus possible. Parce que c'est aussi ça, c'est une société qui en fait qui éduque leurs enfants à haïr le palestinien, qui tout le monde passe par la case militaire. C'est des gens qui par exemple, il y a eu des vidéos où on voit des gens pendant des grèves de la faim de prisonniers palestiniens qui viennent faire des barbecues en bas des prisons. C'est des gens, quand la bande de Gaza se fait bombarder, il y a des colons qui boivent l'apéro en regardant les bombardements. Donc c'est aussi, le colonialisme déshumanise. Le colonialisme, il crée aussi des effets extrêmement violents pour la population coloniale, occupante. Ouais. Et c'est pour ça que pour nous, la libération de la Palestine de la mer au Jourdain, c'est aussi une alternative pour ces gens-là, parce qu'ils sont dans une impasse. Ils sont dans une impasse qui, en fait, ne va créer que de la violence, que de la déshumanisation, etc. Mais la société fait que de toute façon, là, à l'heure actuelle, ça sera que des petits courants minoritaires qui pourront se démarquer parce que le rouleau compresseur idéologique de la puissance occupante est tellement fort et tellement impactant pour tout le monde que c'est extrêmement difficile de s'en dissocier Bien sûr. En Israël. On revenait sur comment est-ce que l'État aussi israélien il cherche à silencier tout ça. Tu parlais justement de cette puissance aliénante, de tout ce qui est mis en place par rapport à ça. Forcément, on est obligé, au vu de l'actualité, de demander aussi peut-être de réagir par rapport à l'assassinat de cette journaliste. Oui, donc Shirin Abu Akleh, qui a été assassinée le 11 mai dernier d'une balle dans la tête par l'armée israélienne. C'est depuis le début des années 2000, l'OLP a dénombré environ 55 assassinats de journalistes palestiniens pendant l'exercice de leur métier. Donc voilà. L'assassinat de Shirin Abu Akleh, ça provoque une vague d'indignation qui est légitime, mais en fait, c'est la violence quotidienne de l'occupation coloniale. C'est comme l'attaque des funérailles des Shirin à Jérusalem. En fait, c'est des scènes qu'on voit très régulièrement, mais elles sont pas isolées. En fait, il faut comprendre que ces scènes-là, cette barbarie-là, c'est la barbarie d'un système qui est l'occupation coloniale de la Palestine. C'est l'emprisonnement de masse, c'est le blocus de Gaza, c'est les destructions de maisons, c'est les exécutions extrajudiciaires, c'est l'enfermement des enfants dès l'âge de 12 ans, c'est la torture systématique, etc. Parce qu'en fait, il y a une politique qui vise à faire un sociocide, à éliminer le peuple palestinien en tant que peuple. Il semblerait que les médias et les journalistes qui doivent traiter ces questions marchent un peu sur des œufs, même s'ils veulent faire un travail assez conséquent. Oui, il y a une offensive idéologique en France et partout dans le monde pour délégitimer le peuple palestinien, pour délégitimer sa cause, pour construire un récit autour de le peuple palestinien sont des terroristes, sont des islamistes, et du coup, il faut pas les soutenir. Israël est la plus grande démocratie du Moyen-Orient, même pas la plus grande, la seule démocratie du Proche-Orient, où il fait bon vivre, où si on veut faire la tête à Tel Aviv, c'est super, etc. Donc, quand il y a des journalistes qui, notamment dans des grands médias, qui veulent juste raconter des faits, ça devient extrêmement compliqué. Parce que, par exemple, on l'a vu avec l'assassinat de Shirin Abu Akleh, la machine médiatique israélienne s'est lancée immédiatement en enchaînant fake news sur fake news, limite en faisant croire qu'elle s'était tirée elle-même une balle dans la tête, tellement qu'en fait, ils disaient que l'armée israélienne n'avait rien à voir là-dedans. Alors qu'en fait, le récit, c'est affirmé heure par heure et jour après jour. Et en fait, maintenant, c'est clair pour tout le monde qu'elle s'est pris une balle dans la tête par l'armée israélienne alors qu'elle était en train d'exercer son métier. Donc,
on voit que c'est extrêmement compliqué et même on voit la couverture médiatique en France, elle est en général scandaleuse. Déjà on fait toujours parler des Israéliens, le peuple palestinien n'a jamais le droit à la parole. On adopte toujours le récit colonial. Quand on voit la guerre à Gaza qui fait des milliers de victimes civiles, on bombarde des hôpitaux, des écoles, etc. Et en fait, on ne parle que du Hamas qui sert d'épouvantail. C'est une manière en fait de soutenir l'occupation quand on fait ça. Et après, il faut que chacun prenne ses responsabilités. C'est pas possible de se servir de relais de cette politique. Et bien justement, nous, on va se faire le relais de la résistance plutôt, ou en tout cas des événements qui peuvent avoir lieu pour soutenir cette résistance plus que légitime. Et on va, pour terminer cette interview avec toi, te demander si vous avez des appels, des dates, des rendez-vous à nous diffuser. Oui, le samedi 18 juin à Paris, il y a la campagne militaire pour la libération de Georges Abdallah qui appelle à une manifestation au départ de Place des Fêtes à 14h. Pour exiger la libération de Georges Abdallah. Donc il y a un communiste libanais, un combattant de la Palestine, qui est emprisonné en France depuis 37 ans. Mais évidemment, c'est pas une manifestation pour Georges Abdallah seulement. C'est une manifestation en soutien au peuple palestinien et à sa résistance. Une manifestation pour la libération de tous les prisonnières et les prisonniers palestiniens. Donc voilà, c'est une date qui est importante, où il y aura des délégations de plusieurs villes hors de Paris. Et nous, en tout cas, le collectif Palestine Vaincra, on soutient cette initiative et on appelle à y participer largement. Palestine, de la mer au Jourdain, libérer la Palestine, de la mer au Jourdain, libérer la Palestine, de la mer au Jourdain, libérer la Palestine. وين يا ابو الشامي وين يا ابو الشامي ناوي على السفر وين يا ابو الشامي من بنات الشامي من بنات الشامي خوفي لا تعشق من بنات الشامي Dip, choke,